existe depuis 1978, la CNIL est là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Jacob Konsman n'est pas n'importe qui, c'est l'équivalent du président de la CNIL en Hollande. Il est également président du groupe du G29, qui est le groupe qui rassemble les représentants des CNIL de toute l'Europe. Il dit qu'il y a quand même 2 points sur lesquels la législation ne répond pas aux besoins. C'est actuellement, vous faites un opt-in, opt-out. Vous décidez si vos données personnelles vont être mises à disposition de fournisseurs, oui ou non. Si vous faites opt-in, vous donnez votre accord sans savoir vraiment comment vos données vont être utilisées. Si jamais le fournisseur dit qu'il partage ses données avec quelqu'un d'autre, vous n'allez pas pouvoir vérifier avec qui il partage vos données personnelles. Donc, en quelque sorte, l'opt-in, c'est une façon de donner presque carte blanche au fournisseur de services, puisqu'il fera ce qu'il voudra de ces données une fois qu'il aura fait la déclaration, par exemple, de son fichier à la CNIL. Donc, premièrement, opt-in, opt-out, ce n'est pas quelque chose qui est suffisant pour rentrer dans le schéma de Daniel Kaplan du VRM, pour rendre à l'usager le contrôle de ses données personnelles. Et l'accès aux données personnelles, qui est quand même le fondement même de la législation européenne, française et européenne, c'est comment voulez-vous avoir accès à vos données personnelles quand on sait que dans la vie quotidienne, on est connecté à des services en nombre tel qu'il y a 3000 fichiers à caractère personnel avec vos données qui sont autour de vous et qui, donc, comment voulez-vous mettre à jour 3000 dossiers avec vos données personnelles? C'est donc impossible. Donc, en quelque sorte, la législation actuelle n'est plus adaptée. Donc, effectivement, ce qui risque de se produire, bon là, je fais un parallèle, enfin, une perspective un peu pessimiste, c'est cette espèce de prise de contrôle des personnes du fait qu'elles acceptent d'être guidées, conseillées, on leur suggère des conduites, des réactions, des comportements. Finalement, on en arrive à une société donc, qui n'est pas le Big Brother, mais qui est quand même assez proche, dans laquelle l'intelligence ambiante va finir par vous proposer des conduites et vous déresponsabiliser. Donc voilà, c'est le genre de... Comment dire, nous sommes à une croisée des chemins à mon sens et je pense que ces mises en garde doivent être données maintenant avant qu'il ne soit trop tard, puisqu'en fait, quelque sorte, il y a quand même une tendance très forte qui se dessine vers ce type de société. Voilà, je vous remercie. L'exposé, on a le sentiment à la fois d'impossible dans on écoute l'exposé de Daniel Kaplan, c'est-à-dire une possibilité que les utilisateurs redeviennent acteurs, en quelque sorte, reprennent un peu le pouvoir sur leurs données personnelles avec un côté très positif qui pourrait effectivement apparaître pour des tas d'utilisations. De l'autre côté, Michel Arnaud donne un tableau beaucoup plus sombre et il semble-t-il pour une raison qui nous tient à cœur de développer, c'est le problème de la concertation entre les acteurs, qui va insister sur le fait qu'en France, elle a du mal à se faire. Viagora est justement un organisme qui essaie d'inciter à la concertation entre les acteurs. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces 2 points? En fait, quel est le moteur qui fait que si on écoute Daniel Kaplan, quel est le moteur qui fait que les outils qui sont développés par des chercheurs comme ceux d'Harvard, par exemple, pourraient effectivement déboucher sur une meilleure prise de contrôle des utilisateurs? Pour ma part, celui que je décris, et dont il faut à nouveau redire que ce n'est pas un processus qui s'oppose à des processus de négociation et de décision politique, c'est un processus qui quelque part, boucle un peu le cercle. Là, en l'occurrence, le processus, il est celui de la création de valeur d'usage. Il n'y en a pas d'autre, parce que vous pouvez négocier avec qui vous voulez, mais négocier avec les consommateurs, c'est difficile, parce qu'il est évident que les organisations de consommateurs ne représentent pas les consommateurs, c'est pas une critique vis-à-vis d'elles, c'est que ça n'est pas une force constituée. Les individus sont éventuellement constitués dans N forces, lesquelles sont de temps en temps en mesure de négocier, mais dans leur pratique individuelle, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc tout l'enjeu ici, c'est justement de dire, dépassons la simple problématique du contrôle, qui a un champ pour une négociation largement politique, et allons vers des formes qui créent de la valeur, c'est-à-dire impliquent les gens parce qu'ils ont des raisons pour eux d'aller pratiquer, d'aller utiliser ces informations, d'aller en faire quelque chose pour eux. Quelque part, là, c'est des dispositifs d'adoption, d'appropriation et même de marché.
Dans le VRM, il y a quand même un projet qui m'intéresse beaucoup, c'est le tiers de confiance. C'est effectivement, dans ce schéma, il y a l'apparition d'un opérateur tiers de confiance qui va à la fois garantir la confidentialité des données personnelles, qui va centraliser les données personnelles des consommateurs, dont le consommateur va pouvoir s'adresser à ce tiers de confiance pour avoir le droit d'accès, le droit de modification, et ce tiers de confiance va également s'engager à garder la confidentialité de ces données personnelles par rapport aux fournisseurs. Daniel Lemétayer l'a évoqué, c'est la gestion des attributs. C'est-à-dire que le transporteur n'a pas besoin de connaître mon nom, il a besoin de connaître l'attribut que je suis solvable et l'attribut de mon âge pour avoir le tarif préférentiel. Donc il y a effectivement dans le VRM une architecture très intéressante bâtie autour des opérateurs de VRM, des tiers de confiance. Ça fait 3 ans, si vous me connaissez, que j'ai toujours ce dada en tête, qu'effectivement cette nouvelle architecture devrait être débattue par des juristes. Ce n'est pas le cas au niveau de la Commission européenne, ce n'est pas le cas en France et je le déplore. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disaient les deux intervenants tout à l'heure. Je voudrais faire quand même tout de suite renforcer une distinction qui a été faite par Daniel Kaplan et qui est importante, et qui permet de se dégager des fantasmes et pour d'aller vers la question principale. Bon, la privacy n'est pas un problème. La privacy est un problème politique. La privacy, c'est une conception bourgeoise de la démocratie. On se dit que pour être libre dans une société moderne, il faut avoir un droit au secret. Donc, d'un point de vue juridique, c'est un des droits fondamentaux qui doit continuer à être protégé. L'ennemi, c'est l'État. Quand l'État est malveillant, effectivement, si on n'a pas de secret, il peut exercer toute pression politique sur chacun des citoyens. Ça, c'est un problème. Dans le monde commercial, ce problème ne se pose pas dans ces termes. D'abord parce que lorsqu'on a une bonne connaissance des pratiques du CRM, alors je suis le seul spécialiste de marketing ici, et j'ai eu quand même un certain entraînement à traiter des bases de données considérables, commerciales. Quand on traite les données, on comprend bien qu'on est incapable de prédire quoi que ce soit à partir même de volumes absolument énormes. Aujourd'hui, IBM est en train de mener une offensive commerciale pour vendre des systèmes à base de big data, mais la réalité, c'est que c'est tout à fait inefficace, individuel. Jamais Facebook ne communiquera ses données personnelles, c'est un pur fantasme. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de Facebook dans la monétisation du service, c'est que devenant universel, avec 700 millions de comptes, ils ne peuvent plus commercialiser ces données personnelles. Et ils ne les commercialisent pas, ou à un niveau, à une échelle absolument ridicule, c'est-à-dire dans les campagnes de pub, vous avez droit au sexe, la région, à 3 ou 4 caractères absolument basiques qui sont déjà dans les bases de données depuis avant l'Internet. Le CRM, c'est quand même maintenant une histoire qui a 20 ans. Le vrai problème, c'est un problème économique, c'est le problème de la valeur de l'information. On voit arriver des modèles économiques qui exploitent l'ensemble des consommateurs en ne payant pas ou peu une matière première importante pour le développement d'affaires, c'est-à-dire l'information, qu'on est capable par agrégation de transformer en une valeur financière. C'est les 70 milliards de Facebook, valeur boursière hypothétique, mais en fait aujourd'hui bien réelle, qui s'appuie sur le fantasme ou la croyance que l'information agrégée pourra être commercialisée. En effet, on vit une époque de généralisation de l'identification et par conséquent une généralisation de la méfiance. Donc je suis tout à fait Gérard sur ce plan et je voulais juste rappeler ce qu'il y a de fondateur dans la confiance. La confiance, c'est ce qui donne du sens, c'est ce qui fait sens dans la relation à l'autre et dans l'organisation du vivre ensemble. La confiance, c'est aussi ce qui garantit une liberté d'être et une liberté d'action dans nos interactions avec autrui. Or, nous vivons dans une époque très paradoxale. Daniel Kaplan parlait des paradoxes de la vie privée. Je dirais pour ma part que nous vivons une époque qui est elle-même paradoxale. C'est l'époque qui est paradoxale. Puisque, comme vous le savez, nous vivons dans une époque qui connaît la fluidification des échanges, de la communication, l'ouverture à autrui,
et en même temps le développement de dispositifs donc, qui visent à capturer nos traces et nos données que nous laissons au gré de notre vie numérique. Nous sommes ainsi confrontés, puisqu'il a été, ce terme a été évoqué, moins me semble-t-il à la problématique du Big Brother, mais à ce que Manuel Castells nommait les Little Sisters, hein, c'est-à-dire, je cite Castells, cette myriade de petites sœurs bienveillantes touchant chacun d'entre nous sur une base personnelle qui savent tout de nous. Or, on est bien ici dans un paradigme d'une société qui évolue de manière transparente et qui donc permet aux données d'être captées, d'être capturées. Peut-être que ces termes mériteraient d'être distingués entre la capture et la captation, puisque l'acceptabilité de la capture des données personnelles va sans doute de pair, et c'est une question que je me permets de formuler, va sans doute de pair avec des problématiques de captation des consciences et de captation aussi de l'imaginaire. Comme si l'acceptabilité des technologies de surveillance, de contrôle, était conditionnée par un certain imaginaire social. Je songe ici à ces mots du philosophe des techniques Gilbert Simondon, hein, qui écrivait que l'homme doit toujours se tenir dans son rapport aux objets techniques, il écrivait comme un chef d'orchestre, hein, c'est-à-dire qu'il soit capable d'organiser sa vie avec les technologies qui l'entourent. Juste pour rebondir sur le plaisir que j'ai à entendre l'opérationnalité d'un concept qu'on avait investi avec un collègue il y a déjà une quinzaine d'années, la prise. Assez difficile à traduire en anglais, on a un bon nom, c'est grasp qui s'impose, enfin bon. C'est-à-dire, parce que prise, ça fonctionne dans les deux sens, c'est avoir prise sur et donner prise à. Et c'était une façon de prolonger Simondon, avec d'autres termes, à propos d'un objet qui à l'époque nous a failli nous faire virer du centre de recherche où on était. Pourtant on avait des grands économistes de convention visionnaires, c'est-à-dire les faussaires. C'est-à-dire le problème c'est comment entre l'expert et le faussaire, c'est le jeu de prise qui fait la différence. Et toute la dynamique du faux, depuis l'origine de l'humanité et des civilisations, est absolument décisive. Et là ce qui se pose avec le numérique c'est très intéressant, parce que c'est une nouvelle ère de jeu, de prise, de surprise et de reprise, si vous voulez, enfin, et d'emprise. Et c'est-à-dire qu'en fait, la question, ça va être comment on va, nous, observateurs, analystes, enquêteurs, chercheurs, etc., aider les acteurs à formaliser, expliciter, développer leur prise, ou au contraire, à leur retirer. Et ça, pour moi, c'est un des problèmes éthiques majeurs de la recherche aujourd'hui. Surtout quand elle est de plus en plus liée à des financements. Bon, enfin, Eva Gora fait partie des spécialistes de la réflexivité sur ces questions-là, mais vous voyez que c'est un enjeu majeur. C'est pour ça que je pense qu'il faut évidemment multiplier les discussions où il y a une pluralité de points de vue et arriver à bien expliciter d'où on part, etc. J'ai évidemment rien contre les systèmes marketing, de gestion, etc. Mais il est évident que moi, mon angle de vue m'amène à voir des acteurs extrêmement suspicieux qui vont essayer de les détourner. Moi, j'adore les acteurs qui détournent, qui piratent, qui font bouger, qui bricolent, qui inventent finalement. C'est l'invention, mais c'est aussi le bricolage de Certeau, etc. qui construisent leur prise. Ça ennuie toujours le système de pouvoir, ça. Et finalement, une grosse partie des outils du web, ce sont des montées en généralité en puissance de bricolage. Google, c'est un gros algorithme bricolé, il faut quand même le dire un jour, pour regarder comment ça marche d'un point de vue informatique. Donc il a développé des intelligences artificielles, je veux dire que c'est bourrin. Voilà. Mais ça marche, le bourrin énorme, puisque ça passe effectivement par c'est comme le tsunami, ça passe aussi des conceptions les plus fines, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est vachement important parce que ça nous amène à regarder les actes de résistance. Comme vous le savez, historiquement, le faux, dans un contexte de résistance, est une ressource majeure. Si vous ne pouvez pas faire de faux papiers en 1943, 44 c'est déjà trop tard, c'est pour les faux résistants, mais bon, 42, 43, c'est très important. Et donc, ça veut dire qu'il y a des moments où la capacité de prise, de piratage, de détournement peut être vitale. Et ça, d'un point de vue pragmatique, c'est plus important de savoir si on est ou non dans un système totalitaire, c'est d'avoir préparé, d'avoir un apprentissage qui se transmet de génération en génération. Et là, je ne suis pas du tout inquiet. Je pense qu'autant on peut dire comme ça rapidement qu'il y a peut-être une dépolitisation globale, comme ça en apparence, de nouvelles générations, quoi, vous voyez même dans les mondes arabo-musulmans, c'est bon. Mais, enfin après il faut voir le travail politique derrière, comme dirait l'autre. Mais il y a en tout cas une capacité d'invention des prises avec les technos qui est quand même intéressante. Et là, qui, à mon avis, doit être valorisée et ne doit pas être contestée. Dans la querelle sur Adopi, il faut la reprendre. En gros, regardez vraiment tout ce qui se dit, c'est quand même quelque chose de très intéressant.
Parce que tout le monde sait très bien que tous les systèmes pour essayer de fliquer l'internaute qui télécharge vont être détournés très vite et qu'il y a une espèce de résistance qui s'organise. Sans jugement moral ou valeur, parce que justement il s'agit précisément de jeu sur ces systèmes de pouvoir. Donc ça c'est quelque chose d'important parce que tout ça traverse ces questions. Il n'y a pas de dispositif technologique idéal qui ferait une espèce d'accord harmonieux entre les parties prenantes, les acteurs, etc. Il y aura toujours des jeux de pouvoir. À un moment donné, il y aura une asymétrie favorable à certaines instances qui bénéficieront de prises sur les autres. À d'autres, ça sera effectivement un retournement. Et c'est ce jeu-là qui me semble important dans le numérique, à bien observer, à bien défendre, à bien regarder. Plutôt que de partir dans des visions futurologiques. Bon, on est tous à peu près d'accord, je pense dire qu'on ne peut pas voir bien loin dans le futur. On a des angles, plutôt fermés en ce moment, ou trop couverts. Moi je pense beaucoup à des travaux sur les humanoïdes et les robots, il en a été question tout à l'heure, ayant travaillé sur le nucléaire depuis fort longtemps. Vous pensez même que j'ai beaucoup étudié ce qui s'est passé à Fukushima, et ce qui est frappant, c'est la littérature absolument sidérante sur les robots japonais. Depuis 15 ans, on n'en a pas vu un seul au travail. Là. Donc de temps en temps, l'épreuve de réalité, elle est dure. Donc ce que je veux dire, c'est rapprochons-nous des activités, de la manière dont les acteurs se saisissent des choses, et en faisant remonter ces descriptions pour les partager dans les débats. Et déjà, à mon avis, c'est un gain cognitif et politique considérable. Parce que sinon, on risque d'avoir des chocs de vision, effectivement, entre la prophétie de bonheur et la prophétie de malheur, la promesse technologique et la critique radicale. Et Bernanos est une des sources d'influence majeure de PMO. Enfin, par Ellul, c'est l'affiliation, effectivement, c'est la France des robots, ou la France des robots. Et effectivement, très visionnaire de ce point de vue-là, mais en même temps, paranoïaque, du coup, enfin, une vision un peu... Voilà, donc c'était juste pour essayer de mettre en perspective, j'aurais plein d'autres choses à dire. Mais j'ai dit d'être sur un chemin très étroit, un chemin de crête, mais en même temps il est important. C'est un chemin de crête entre le risque en effet d'ignorer la tentation sécuritaire, la tendance sécuritaire, c'est pas qu'une tentation, c'est une tentation en acte, et les stratégies de mise en acceptation, etc. Ceci est parfaitement présent, ça existe. Et de l'autre côté, ce que même avec tout le respect que j'ai pour Emmanuel Castells, et ce qui est un total fantasme, qui est l'idée que ces petites sœurs savent tout de nous. Ceci n'arrive pas, ça n'est pas en train de se passer comme ça, c'est en train de se passer d'une manière beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens cherchent à savoir des choses de nous, bien sûr, et que nous réagissons, et que par exemple, ce que l'on sait des travaux sur les adolescents, et d'ailleurs sur à peu près toutes les personnes qui se présentent sur Facebook, et ça a été travaillé depuis un moment, c'est que ça n'est pas du tout un dévoilement transparent, c'est une mise en scène, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire c'est un dévoilement avec un effet recherché. Et moi aussi j'aime bien Simondon, et j'aime bien le chef d'orchestre. Mais le chef d'orchestre, il ne fait pas que contrôler l'orchestre, il fait de la musique. C'est-à-dire qu'il fait des choses pour que des gens les entendent avec sa manière à soi. Si on ne comprend pas ça, c'est-à-dire si l'individu, dans nos modèles, n'est qu'une victime, que le réceptacle de tendances et de jeux de pouvoir sur lequel il n'a rien à voir, sur lequel il n'a aucune forme d'appropriation, on ne peut pas agir et on continue, comme c'est le cas aujourd'hui, à perdre bataille après bataille. Dans le futur, qu'est-ce que vous envisagez, surtout dans une perspective de cloud, de plus en plus forte, en sachant que les opérateurs s'accordent à dire que le cloud est, pour nos données, un aller simple, un voyage à aller simple. C'est-à-dire que, justement, et vous faites bien d'insister sur VRM, on sait avec le cloud qu'est-ce qu'on met en ligne, peut-être, si on a la chance, mais on ne sait jamais à quel moment on pourra le reprendre, récupérer la maîtrise que le VRM est censé nous donner. Ce qu'il y a de puissant dans cette idée de VRM, et plus largement dans ce que nous avons décrit comme étant une évolution de ce qui s'appelle aujourd'hui le droit d'accès et de rectification, droit qui n'est quasiment pas mis en œuvre parce qu'il est difficile à mettre en œuvre, mais parce que aussi la plupart des gens ont autre chose à foutre qu'à savoir et à contrôler ce que les gens savent d'eux. Si en revanche ça s'appelait ce que nous avons proposé, un droit d'accès et de récupération, si vous l'avez, je l'ai aussi. Et je veux pouvoir en faire quelque chose, c'est-à-dire à ce moment-là que des chercheurs, des entrepreneurs, etc. se mettent à travailler sur le fait de pouvoir en faire quelque chose d'intéressant pour moi, ou pour des gens autour de moi, etc. À ce moment-là, le dialogue change. Et pour moi, une des pistes en tout cas qui est vraiment riche, alors, il y en a une autre qui consiste à considérer qu'il y a toujours des lignes rouges. Par exemple, il y a une question très intéressante qui est est-ce que Facebook a vraiment le droit
de vous demander quelle est votre religion et quelles sont vos opinions politiques et de le mettre dans un fichier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, du coup, tout le monde joue avec la réponse. Il n'empêche que normalement, c'est une question qu'on n'a pas vraiment le droit de poser de cette manière-là. Donc on est quand même face à quelque chose d'intéressant. Donc il y a toujours des lignes rouges, et de l'autre côté, voilà, est-ce qu'on peut aller travailler ceci parce que de temps en temps, il y a des traces qui posent un problème, mais qui sont la condition de la création de la valeur pour les gens. Et donc, de ce point de vue-là, du point de vue de l'avenir, nous, on a travaillé sur 2 sujets. Le premier, à nouveau, c'est d'aller le plus loin possible dans l'outillage et d'être volontariste dans le fait d'outiller les gens pour pouvoir faire quelque chose là-dessus en étant convaincu que de la capacité à en tirer de la connaissance, de la réflexivité, de l'expression, aller revenir par surcroît l'attention à ce que l'on fait à ce que les autres font de ces données. Et l'autre ont été, c'est certaines des pistes qui ont été exposées par la personne de l'INRIA tout à l'heure, que nous on a résumé d'une manière un peu lapidaire en disant nous serons sauvés par le bordel, c'est-à-dire par la mauvaise qualité des données, et que s'il y a une chose à faire, c'est à un certain nombre de moments, et notamment au fur et à mesure que le temps passe, de délibérément dégrader la qualité des données, et on peut le faire non pas en allant les supprimer, parce que ça leur donne une valeur supplémentaire, on peut essayer mais c'est très difficile, mais si on les submerge par d'autres données, ou si on fait un certain nombre de jeux et qu'elles finalement elles n'ont plus de valeur individuelle, on peut gagner beaucoup de choses. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais si on travaille sur le bordel et le partage, on a fait un gros progrès. Parce que la métaphysique de la personne, quand même, a une longue histoire. Et bon, d'abord, il y a un texte majeur qui est dans cette histoire-là, qui est soi-même comme un autre, de Paul Ricoeur, qui fait bien le point sur ces questions de sujet, de réflexivité du sujet, de comment on peut se rapporter à soi-même, etc. Et je pense que ce qui en ressort, c'est que la notion d'identité est mise à mal. Évidemment, ce n'est pas une identité numérique qui se construit, c'est un faisceau d'identification. Et pour faire un peu d'éthique à la Spinoza ou autre, je dirais qu'une vraie personne a une infinité d'attributs. Et donc de toute façon, si c'est calculable, c'est que déjà la personne est mal. C'est-à-dire qu'on a affaire à un sujet dégradé qui, et ce qui peut expliquer d'ailleurs les paradoxes de l'addiction sur le web. Je ne vous cacherai pas que je suis sur Facebook uniquement pour arriver de temps en temps à avoir un rendez-vous avec ma fille, parce que je n'arrivais plus à avoir par répondeur, le mail, etc. Et ça marche d'ailleurs. Parce que du coup, elle a toujours peur que je rende public le fait qu'elle ne répond pas à mes messages. C'est extraordinaire. Mais elle est complètement seule. Enfin, je n'ai pas du tout la personne que je connais par ailleurs. Donc ça, je confirme qu'il y a vraiment un développement. Alors je ne sais pas, c'est un des attributs de la personne que de se mettre en scène, c'est un des attributs de se désattribuer. J'ai un copain, un ami qui est très proche, qui a détruit son profil récemment, sans prévenir. Vous avez toutes sortes d'attitudes, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le web finalement, et tous les outils qui vont avec, vont permettre d'augmenter encore la dimension distribuée de l'être, pour aller vers sa perfection, qui est justement de continuer sa distribution, plutôt que de converger vers une identité qui suppose une métaphysique politique et morale qui correspond bien à certains contextes politiques, culturels, qu'on voit bien en jeu. Cette idée justement de charger le sujet moral, donc dans les contextes protestants par exemple, pour aller vite, ça peut avoir plus de sens, ou dans d'autres contextes religieux. Et là, on voit bien qu'il y a précisément un enjeu politique, l'usage de ces outils, qui est précisément d'accroître la distribution, et de ne pas laisser le sujet s'enfermer dans une définition calculable. Et là, je pense qu'on peut faire confiance aux acteurs pour justement jouer de ça, et échapper quand il faudra. Mais effectivement, à condition qu'on ait des acteurs vigilants et dotés de prises suffisantes pour être vigilants. Je voulais simplement revenir sur une dimension beaucoup plus pragmatique et économique de la question. Hein. Bon, ok, les identités, mais à la limite, ça m'intéresse un peu moins. C'est véritablement la question de la valeur. Je reviens sur finalement un phénomène d'aliénation aujourd'hui, hein, aliénation au sens qu'on n'est pas maître de ses relations. Une idée qui est assez intéressante, c'est de distinguer les technologies de la relation et les techniques relationnelles. Hein. Aujourd'hui, on fait confiance aux technologies, mais on n'a pas les techniques, donc il faut éduquer. Alors oui, il y a l'outillage, hein, 100%, c'est important, mais aussi à l'apprentissage de cet outillage. Alors, juste rappeler quand même une chose, 1,9,90, la réalité des réseaux sociaux, de l'information, etc., 1% des gens contribuent et sont acteurs et maîtrisent finalement leur interaction. 9% participent plus ou moins, font des likes.
90% se taisent et sont en état d'attente. Donc il y a des inégalités. Moi, le thème important, c'est celui de l'inégalité, et il faut penser ces systèmes-là comme un système de redistribution des richesses. L'inégalité aujourd'hui dans l'économie de l'information, c'est qu'un tout petit nombre de groupes s'approprient la valeur de dizaines, centaines de millions d'individus. Si vous voulez regarder les valeurs de Facebook, de LinkedIn, de tous ces réseaux et de Google, il faut savoir d'où elle vient. Elle vient de la capacité à transformer une matière première, qui est l'information, en un bien commercial. Eh bien, vous avez la valeur pour Facebook, c'est 70 milliards. Il y a 70 milliards de dollars qui ont été appropriés, donc Facebook s'est approprié au travers des données. La question, c'est de savoir comment on redistribue cette richesse. Voilà, s'il faut la poser politiquement, c'est comment il est possible de la récupérer. Je dirais juste un mot sur cette question d'appropriation et sur le fait qu'il y a des inégalités dans les appropriations, dans le fait de pouvoir jouer avec les technologies, dans le fait de pouvoir instaurer un rapport de subjectivation, parce que comme dit Francis Château-Renaud, on est bien dans des processus de subjectivation avec les nouvelles technologies. Et je crois pour cela aux vertus de ce que Jonas appelait l'heuristique de la peur, c'est-à-dire passer par Bernados, passer par Castells, c'est aussi pour stimuler une certaine conscience critique. Ça ne veut pas dire qu'on fait un état des lieux de la situation, mais ça veut dire qu'on prend soin des générations présentes et qu'on prend soin de leur capacité à réfléchir sur les objets techniques. Parce qu'on peut se poser quelques questions pour enseigner dans les écoles des télécoms sur qu'est-ce qui fait sens ou qu'est-ce qui fait question dans ces technologies de la communication pour les jeunes ingénieurs et managers télécoms aujourd'hui. Eh bien, on est en droit de se demander si justement cette problématique de l'intimité, de la vie privée, n'est pas en train de considérablement changer. Et est-ce qu'on ne doit pas par conséquent passer par certains détours symboliques, par ce que Paul Ricoeur appelait l'éthique narrative, passer par les récits pour mieux voir le réel et appréhender, surtout anticiper sur les problématiques qui se poseront à nous si, voilà, dans les années à venir, avec les technologies que nous connaissons. Très brièvement. Merci beaucoup, merci à tous.